beaucoup, cette élection de 2010 était quelque part le prolongement, on va dire, de la crise militaire qui a débuté en 2002. Et c'était la finalité, d'autant plus qu'on avait deux armées en face et surtout que l'armée, les FAFN n'étaient pas, les forces nouvelles n'étaient pas des armées. Vous qui étiez un acteur clé à cette époque-là, quelle lecture vous avez de C'est cette vrai. Bon, atmosphère qui prévalait en ce temps? nous étions dans le jeu démocratique. Ça, il faut que je vous dise la vérité. Moi, par exemple, j'étais dans le jeu démocratique. Mais c'est après, on découvre qu'il y avait un enjeu politique à cette époque en Côte d'Ivoire. Ça, il ne faut pas se le cacher. Et c'est ce qu'on a fini par constater. L'enjeu était trop, et à un moment donné, on ne maîtrisait plus rien. Il aurait fallu simplement qu'on demande à tout un chacun, peut-être, de désarmer. Bon, ça n'a pas été fait. Mais est-ce qu'on était obligé même de faire un deuxième tour sans prendre toutes les précautions? On aurait pu annuler même les résultats même du deuxième tour et puis reprendre les élections en se rassurant avec la communauté nationale et internationale que toutes les parties ont désarmé et qu'on pouvait aller voter et rentrer chez soi sans problème. Mais ça n'a pas été fait. Les uns ont eu confiance aux autres. Et puis bon, comme on dit, tout est gâté, tout est mélangé et il faut en tirer les conclusions. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo, il a été naïf quelque part? Bon, là, honnêtement, dire qu'il a été naïf ou pas, c'est comme si je jugeais son émotion. Mais bon, comme on le dit chez nous, dans le bakaï, dans le maquis, mon frère, il ne faut pas te mentir. Là, je peux donner l'expression, il a été trop démocrate. Il a été trop démocrate, selon vous. Il a trop compris la démocratie, il a trop défini la démocratie. Vraiment, c'est ça, quoi, voilà. Mais est-ce que c'est un défaut quelque part, le fait d'avoir été démocrate? Parce Non, que c'est un peu aussi l'aboutissement de son combat. Depuis toutes ces années, il a toujours voulu un pays démocratique, un pays où il y a l'expression plurielle, un pays où on a des conditions vraiment assez apaisées pour aller aux élections. Est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir eu ces acquis démocratiques? Non, sincèrement, il a le mérite d'être félicité parce que il avait à cette époque dans son gouvernement presque des membres de tous les partis politiques de l'opposition. Pratiquement, il était seul avec juste quelques ministres, mais tous ceux qui étaient en face étaient des représentants de ses adversaires. Mais il a tenu quand même à aller aux élections avec eux, faire le dialogue politique, c'est-à-dire à chaque fois que les gars avaient des revendications, ils s'asseyaient et ils se parlaient, ils se rencontraient. Moi, j'ai vu des images où le président Gbagbo rencontrait le président Ouattara à cette époque, le président Bédié, paix à son nom, ils se rencontraient, ils se parlaient. Mais qu'est-ce qui a pu se passer pour que la Côte d'Ivoire bascule dans une crise intenable? Jusqu'à présent, je me pose la question. Et ce dialogue dont vous avez parlé aujourd'hui, il est réclamé par l'opposition. Malheureusement, le pouvoir en place ne semble pas entendre les choses de cette oreille. Vous qui êtes un acteur, je le dis encore une fois de plus, un acteur clé de la scène politique ivoirienne, quelque part, lorsque vous voyez tout ça, c'est quoi l'issue? Bon, moi, je ne veux pas imaginer l'issue, mais je pense qu'il y a l'adage qui dit que le bon sommeil se reconnaît par la manière de somnoler. Alors, je le dis parce qu'on a tous souhaité un rassemblement pour un dialogue entre frères. Et paix à son âme, le professeur Francis Vaudier, de tout son vœu, voilà, avait émis l'idée d'organiser une concertation nationale. À chaque fois, il le disait, et quand moi j'écoutais, il dit « Ah, il a raison, il faut que les Ivoiriens se parlent, il faut que les Ivoiriens sachent réellement qu'est-ce qu'ils veulent, sinon on va toujours basculer dans des violences à l'approche des élections et ce n'est pas bon. » Moi, par exemple, je vais dire que j'en ai un gros sur le cœur, honnêtement. J'ai été candidat aux élections, je sais ce que j'ai entendu, je sais ce que j'ai vécu. Chez moi, été pillé comme beaucoup d'Ivoiriens. Mes véhicules ont été emportés. Chez moi, été, comme on dit, vidé, quoi, tu vois. Mais on s'est dit quoi? Que c'est l'homme qui achète le bien, c'est pas le bien qui achète l'homme. On a accepté, on a toléré, on a pardonné. Nous aussi, c'est tellement qu'on a tenu des propos qui ont vexé certaines personnes, qui nous ont pardonné. Mais je dis qu'on n'aimerait pas tomber dedans. Mais pour ne pas le faire, il faut que les acteurs clés
comme nous à l'époque, qu'on s'asseye et que chacun dise réellement ce qu'il a vécu et ce qu'il attend de la Côte d'Ivoire. Et je suis convaincu que ça allait désamorcer un peu, je veux dire, bon, je ne dis pas une bombe, c'est trop dit, ça allait désamorcer un peu ces émotions que nous vivons actuellement. Il ne faut pas qu'on le cache. Chers frères, il y a un parti qui était dans l'opposition, qui veut revenir au pouvoir. Parce que 15 ans dans l'opposition, ce n'est pas facile, hein? Ça, il faut le dire. Maintenant, un parti qui est au pouvoir depuis 15 ans, mais attends, le parti est installé dans le confort. Le gars, il a ses 3 repas par jour. Il voyage comme il peut. Bon, il a l'instrument même politique pour faire ce qu'il veut dans sa région. Il est pareil partout. Et puis un matin, on va lui dire, tout ça là, ça s'est arrêté. Donc, vous voyez un peu l'enjeu. Donc, personne ne veut faire de concessions, personne ne veut tolérer. Mais la seule façon, n'est-ce pas, de s'entendre, de se comprendre, c'est d'organiser ce dialogue-là. Asseyons-nous et discutons. Peut-être que ça peut sauver la situation. Sinon, si on veut aller aux élections dans cette ambiance-là, sincèrement, on risque de ne pas terminer le morceau. Bah, selon vous, justement, ces approches que vous avez avancées tout à l'heure, est-ce que ces approches devraient donner prétexte à prendre un pays en otage par un pouvoir qui devrait être là pendant 15 ans? Ah bon, frère, vraiment, là, tu as parlé, comme on dit, tu as parlé français. Voilà, non mais écoutez, je crois que si pendant 15 ans, le régime RHDP au pouvoir, c'est pas parce qu'ils ont brigandé le pouvoir ou bien ils ont pris le pouvoir en otage, non. Nous sommes en démocratie, c'est l'expression démocratique. Le président Ouattara a fait un premier mandat de 5 ans. Après, il a été réélu pour un deuxième mandat. Ils ont changé la constitution. Et aujourd'hui, on parle du premier mandat de la 3e République. Bon, c'est ce que nous, on appelle en français facile, 3e mandat. Et là, il est déclaré candidat pour, n'est-ce pas, un deuxième mandat de la 3e République, pour ne pas dire 4e mandat, dont l'opposition est en train de dire non, attention, ça suffit trop, c'est trop. Bon, c'est dans les urnes que ça va se décider. Donc, moi, ayant entendu tout ça, j'ai dit, mais pourquoi nous, les êtres humains, nous aimons nous fatiguer? Quand ils ont révisé la Constitution en 2016, il aurait fallu tout simplement dire la limite d'âge, 75 ans. On laisse ça comme ça. Et puis, concernant le nombre de mandats, il fallait écrire en français simple. Un français que celui qui est à Korogo, celui qui est à Bonois, celui qui est à San Pedro, celui qui est à Bengoro, celui qui est quelque part à Toumoudi, celui qui est peut-être résident en Côte d'Ivoire, qu'il est à l'école ou pas, puisse comprendre. On devait préciser, même mort, avec des funérailles grandioses qui ont été organisées, et ressusciter après des prières et des jeûnes secs, tu ne peux pas être candidat à une élection présidentielle après avoir fait 2 mandats. On allait éviter à faire le premier mandat de la 3e République, le président va faire un 4e mandat, Gbagbo veut revenir parce que la Constitution aurait réglé tout ça. Ben, je ne vais pas reprendre un peu. Mais ça n'a pas été fait, on est obligé encore de venir taper tam-tam, danser au rythme que chacun veut. Vraiment, c'est compliqué. Je ne vais pas répondre textuellement, mais vous avez dû voir la démonstration assez magistrale de Dr Derou Simi sur le plateau de NCI qui disait même le rapporteur, celui qui était le représentant du président de la République par rapport à cette constitution, disait, qui était le ministre de la Justice, Sansan Kambilé, a dit le président de la République ne pourra pas briguer un autre mandat. Le ministre Issé Bakongo a renchéri, il a abondé dans le même sens. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve Non, je vais t'aider. Le ministre même de la Justice était devant les députés à l'Assemblée nationale qui a dit techniquement, je peux vous démontrer qu'il ne peut pas faire un autre mandat. Ça, on a entendu. Et on s'est dit, bon, effectivement, le président de la République proposera quelqu'un d'autre. Et c'est quand est survenu, paix à son âme, le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que le président est revenu pour dire que c'est vrai, j'ai dit que je ne me représentais plus, mais celui que j'ai choisi, celui que j'ai préparé, malheureusement vient de nous quitter. Et c'est parce que la Constitution me permet de faire un premier mandat de 3e République. Et nous, tout de suite, on s'est posé la question de savoir, mais toutes ces personnes qui sont passées sur des plateaux d'émissions que nous respectons, qui sont des grands juristes, on fait comment maintenant? Mais ce sont ces mêmes juristes qui sont venus s'asseoir sur des plateaux d'émission pour dire que le président de la République est le garant de la souveraineté. Il connaît mieux la Constitution qu'eux-mêmes qui l'ont conçue.
Monsieur Guillaume, moi qui suis le président de Dromika, qui respecte les textes de mon parti, moi dans mon parti, il n'y a pas de vice-président, parce que je suis le seul. En cas de vacances du pouvoir, c'est ma femme qui gère, et puis après, je reviens, je prends mon parti. Ça, c'est pour faire une petite digression. Pour dire que ce n'est pas une question de mauvaise foi. Non, 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 ça, si je le dis, c'est comme si je leur manque de respect. Mais c'est ce qu'on appelle la comédie politique. Ça, c'est la comédie politique. Comme le titre de mon premier spectacle en 2010, où j'avais dit CEI, Commission Comédie électorale ivoirienne. J'avais fait un spectacle en 2010. Les Ivoiriens ont rigolé, mais ils ont compris que derrière ce humour, il y avait un message à faire passer. Alors, c'est à ça qu'on a assisté. Voilà, les mêmes personnalités qui nous disent que ce n'est pas possible reviennent demain pour nous dire c'est possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut qu'assister. La Côte d'Ivoire n'est-elle pas en train d'aller droit dans le mur avec cette comédie, pour reprendre vos mots, cette comédie électorale, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller droit? Ouais. Cette comédie électorale ivoirienne, ouais, c'est ça. Ou bien la comédie politique avec les Ivoiriens, ça fait CPI. Ça. Tu vois déjà, comédie politique avec les Ivoiriens, ça fait CPI. Donc ça veut dire que si la comédie est mal jouée, c'est la CPI qui va nous interpeller individuellement pour qu'on aille répondre de nos actes. On espère qu'on ne va pas en arriver là. Bon, que les hommes politiques aussi comprennent que le mur qui est en face d'eux, ce n'est pas plafond. Voilà, c'est du béton. Donc, si ta tête va cogner, c'est toi qui vas ressentir la douleur. Pour toujours continuer dans la dynamique des propos, des extraits des propos sur le plateau de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, il y a Dr François Conan qui lui disait « Une grosse injustice s'abat sur la Côte d'Ivoire. La tension est palpable, c'est un sentiment collectif. Il y a des gens qui souffrent. Les Ivoiriens ont peur de parler. L'atmosphère est lourde et intenable. » Commentaire. Bon, ce sont des propos de certainement un analyste. C'est ça. C'est ce qu'il constate sur le terrain. Mais nous, en ce qui nous concerne, au parti du Dromika, dans les maquis, dans les bars, je veux dire, comme tout citoyen lambda, c'est 2 fois plus que ce qu'il a dit. Ah non, 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 il y a des gens qui ont perdu leurs plantations, qui ont perdu leur boulot, qui ont perdu des êtres chers. Je connais des gens qui ont quitté le pays, pas parce que le gars avait envie de quitter le pays, parce qu'à un moment donné, il ne se sentait pas en sécurité. Parce que quand tu as en face de toi quelqu'un qui te regarde, qui rit, et puis après tu entends que le gars là c'est ton ami, tu dis oui, non, c'est pas ton ami. Voilà ce qu'il dit de toi. Mais ça fait peur. Mais il faut qu'on arrête de se faire peur. Et la seule façon d'éviter de se faire peur, c'est de s'asseoir et se dire les vérités. Mais quelquefois, la vérité blesse, la vérité, ça fait mal, parce que bon, ce qu'il dit ne m'arrange pas. Et c'est dans cette peur. Et il y en a aussi qui exploitent la peur des concitoyens pour pouvoir, qu'on appelle ça, je veux dire, évoluer dans ce qu'ils sont en train de faire. Et là, humainement, spirituellement, ce ne sont pas des actions à encourager. Sinon, la Côte d'Ivoire, quand même, un pays où il y a la cathédrale, un pays où nous avons les plus belles mosquées d'Afrique, un pays où nous avons la basilique, où nous avons la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, un pays qui octroie un prix de paix, qui est, je veux dire, aujourd'hui, parrainé par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est nous qui décernons, c'est-à-dire des prix aux gens, des prix de paix aux gens qui le méritent. Et puis nous-mêmes, on n'est pas en train de poser des actes ou des actions qui pourraient nous donner un autre prix comme le prix Nobel de la paix. Ce n'est pas normal. Il y a une contradiction entre ce que nous représentons pour la paix à travers le premier président Félix Houphouët-Boigny et nos différents comportements vis-à-vis de nos concitoyens. L'atmosphère est délétère, c'est clair, et pour beaucoup. Et même dans les chancelleries, c'est repris. Ça fait peur, cette situation. Mais tout de même, je reprends les propos de Dr Banga Atur, qui, lui, sur ce plateau, disait que les opposants font peur aux Ivoiriens avec leurs propos. Est-ce que vous êtes d'accord avec son assertion lorsque lui dit que les opposants font peur aux Ivoiriens avec leurs propos? Ouais, bon, Atur Banga est un analyste politique. Je l'écoute souvent sur certains plateaux. Il donne son point de vue. Sincèrement, je ne voudrais pas commenter ce qu'il vient de dire. Parce qu'en disant que les opposants font peur avec leurs propos, certainement que les slogans qu'ils utilisent pour galvaniser leurs militants
sont tellement forts et sont tellement profonds que quelque part, ça pourrait inquiéter le régime au pouvoir. Peut-être qu'il veut dire ça ainsi. Sinon, moi, je pense que de part et d'autre, on assiste à pas mal de meetings au niveau de la Côte d'Ivoire. On sait quels sont les propos que chaque parti utilise pour galvaniser ses militants. Donc, je veux dire que sur ce plan-là, il n'y a pas de 1-0, mais c'est toujours 1-1 ou bien 0-0. Voilà, je veux dire que c'est pareil pour tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Tous les propos qu'ils tiennent font peur à la population. Le docteur Arthur Banga poursuit en disant « Tout va bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. » Et surtout avec la marche de l'opposition, c'est la preuve que la démocratie ivoirienne se porte bien. Très bien. Oh, papa, ah non. La Côte d'Ivoire, c'est le pays le mieux démocratisé. C'est le seul pays où quand tu dis « je marche le 2 », on dit « non, vous êtes quand même l'opposition. » Tous nos militaires sont à Boaké, sont en train de défiler. Si vous marchez le 2, qu'il y a des grabuges, on fait comment? Il n'y a personne pour vous surveiller. Ce ne sont pas les doseurs qui vont vous surveiller. Ce ne sont pas les vigiles qui vont vous surveiller. Laissez-nous faire le défilé. Et puis après, on met à votre disposition toute la police, toute la gendarmerie. Même si vous voulez, on peut mettre un peu de douanier. Hein, parce qu'il y en a qui auront le sac pour ne pas que les gens fouillent dans les sacs. On a dit le 9. C'est ça? Tout à fait. Mais vous avez vu que comment ça s'est passé le 9? Et ça a été très bien encadré. De Sagidiba à Figayo. Mais attends, regardez par exemple. C'était quand? C'était le samedi 9 août à Yopougon. Yopougon, ça fait 8 lettres. Mais c'était dans le mois d'août. Août, c'est 8e mois. Vous voyez comment il y a eu cette harmonie créée par le parti au pouvoir. Et ça a commencé où? À Sagidiba. Sagidiba, ça fait 9 lettres. Ça s'est passé le 9. Vous pensez que l'État de Côte d'Ivoire fait les choses comme ça? Maintenant, de Sagidiba, ils sont arrivés où? À Figayo. Mais Figayo, ça fait 6 lettres. Un samedi, 6e mois, et samedi, ça fait 6 lettres. Donc, le samedi 9 août. Vous voyez que tout a été harmonisé, calculé. Il y a eu du monde, il y a eu vraiment, ça a été bien. Ça a été bien encadré. C'est ce qu'on demande à un État. C'est-à-dire, nos corps habillés, leur mission, c'est d'encadrer, c'est de faire en sorte que ceux qui veulent marcher à Bobo, à Djamé, qu'ils marchent sans problème, sans casser. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais on dit qu'à l'intérieur de cette marche-là, il y a une chanson qui est venue tout gâter. Voilà, donc, faut éviter les chanteurs dans une marche pacifique. Je comprends que vous êtes extasié tout à l'heure en disant oui, c'est démocratique. Mais lorsque dans un processus électoral, quand même, dans le même pays, on exclut les leaders principaux, lorsqu'on emprisonne des gens de l'opposition, est-ce que là, ça y va de la vitalité de la démocratie? Non. M. Vergès, ce sont deux sujets. Non, mais tout cela concourt à dire qu'on est un pays démocratique. Mais bon, la démocratie, je crois que c'est la... Elle n'est pas parcellaire, c'est un tout. C'est la pure expression, vraiment, je veux dire, de la liberté. Normalement, la démocratie commence par le respect de la liberté individuelle des uns et des autres. Tout à fait. Hein, tout en respectant aussi les lois en vigueur. Je le dis et je le répète, M. Guillaume Vergès, pour ceux qui nous suivent depuis, en football, on peut se permettre certaines choses. Parce qu'on s'entraîne, on vient, et puis bon, on peut gagner 4-0, 3-0. On dit les jeux ne sont pas bagages, mais quand c'est lourd, ils connaissent. Ce n'est pas un proverbe pour étayer ce que je veux dire, mais je veux dire, et je le dis, en politique, chez nous, au Drôme, quand ça est dans un de nos articles, on ne fait pas de passes à l'adversaire, on ne fait pas de crochet intérieur, extérieur, devant, je veux dire, un joueur redoutable. À plus forte raison, donner pénalty à un adversaire. Voilà, donc ce sont ces 3 éléments que généralement un parti au pouvoir, je ne dis pas forcément en Côte d'Ivoire, voilà, parce que nous, on regarde un peu ce qui se passe partout, voilà, c'est ce que les gens évitent. Peut-être certainement que quelqu'un a dû souffler ça à nos dirigeants pour dire « Ah, ne faites pas de passes, ne faites pas de crochet intérieur, si tu as arraché le ballon, il va le marquer. À plus forte raison, donner un pénalty. » Parce que ce pénalty-là, il faut remarquer, généralement, il regarde d'un angle.
Il ne fait pas de phase. Hein. Quand il Si vous permettez, souvent même ça pèse même le filet. si vous permettez, je vois que vous prenez des périphrases. C'est vrai Ouais. qu'en tant qu'humoriste, tout ça, pour dépeindre de la situation politique en Côte d'Ivoire. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que cette situation aujourd'hui, on doit la dépeindre ici avec humour? Ouais, non. Et c'est parce qu'il y a un peu d'humour dedans que je peux dire on arrive à supporter. Sincèrement, s'il n'y a pas d'humour dans l'amour qu'on a pour notre pays, ça peut conduire vraiment à des situations qui seront difficiles à atteindre. Mais comme je l'ai dit, c'est vrai, nous l'avons constaté, on va aller dans une élection où tous ceux qui ont marché là, c'est-à-dire en résumé, ils n'ont pas leur leader sur la liste électorale. Hein. Sur la liste électorale. Mais ce n'est pas encore fini. Mais ils iront déposer leur dossier auprès du conseil, Du conseil constitutionnel. Non, auprès de la CEI d'abord. OK. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis allé avec mes dossiers à la CEI, j'ai été reçu en bonne et due forme. C'est vrai que je n'avais pas encore le reçu de 20 millions, mais ça, ce n'était pas un souci. Après, j'ai complété. Et ils ont 72 heures pour acheminer le dossier, qu'il soit complet ou pas, au Conseil constitutionnel. C'est là-bas maintenant, comme le disent les Djoula, c'est-à-dire qu'ils vont dépouiller et ils donneront la liste définitive de ceux qui peuvent candidater. On peut ne pas avoir peut-être son nom sur la liste électorale. Ah, on ne sait jamais. Puisque les lois juridiques sont sujets à interprétation. Là-bas, on peut dire non, ils n'ont pas leur nom sur la liste, mais ils sont éligibles. Comme un peu ne pas avoir le nom sur la liste électorale, mais pouvoir faire les parrainages, comme en ce moment tous les... Oui, c'est comme ça. Ouais. Voilà, donc c'est ça. Donc patientons. Peut-être que bon, on va se lever là, s'énerver, et puis le jour où on va déposer les dossiers, on dit voilà, vos gars sont éligibles. Là, on dit quoi? Pour d'aucuns, justement, le fait que le jour où le Conseil constitutionnel va donner la liste des candidats pour dire voici la liste des candidats et que certains partisans vont voir leur leader exclu définitivement, c'est là pour certains, pour employer le mot populaire, que ça va chauffer. Est-ce qu'on devrait en arriver là? Bon, non, ça, c'est pas le souhait de toute personne éprise de paix, éprise de tranquillité, mais je crois que ça peut s'éviter. Et moi, je suis convaincu, moi, j'ai foi. Hein. Tu sais, comme je l'ai dit, pour faire une petite digression, à Boaké, il y a eu la fête de l'indépendance. Alors, tout le monde sait que Boaké s'écrit en 6 lettres. C'était au centre. Ça s'écrit aussi à 6 lettres. Centre, ça fait 6 lettres. 6 plus 6, ça fait 12. 12. 1 plus 2 est égal à 3. Au moment où le président Ouattara fait son 3e mandat. Voyez-vous? Alors, donc, on va prendre le chiffre 6 qu'on va déposer. Et puis, on va prendre également, Boaké commence par B, 2e lettre. Au centre, C, 3e lettre. Donc, 3 plus 2 font 5. Quand tu mets 5 à côté de 6, ça fait 65 ans d'anniversaire d'indépendance. Alors, 6 plus 5 est égal à 11. La Côte d'Ivoire, ça fait 11 lettres. Vous voyez que Dieu même est en train de nous dire que votre pays est béni, que tout est en harmonie. Mais c'est nous-mêmes qui n'avions pas cette capacité, cette humilité spirituelle et religieuse, humaine, de dire, écoutez, on n'a qu'à arrêter comme ça. Depuis combien d'années? Chaque fois qu'il y a une élection, nous sommes dans les crises. Vraiment, il est temps que les Ivoiriens se parlent entre eux pour éviter ce dont tout le monde pense là. C'est pas notre souhait. Mais à force de penser, ça peut arriver. Pour abonder dans le même sens, vu que vous maîtrisez très bien cet art, l'art du décryptage par les chiffres, 25 octobre 2025, si vous devez décrypter, ça va nous donner quoi? Bon, monsieur Vergès, là, vous me soumettez à un exercice. Là, nous sommes devant des millions de téléspectateurs. Ce n'est pas des dossiers avec lesquels on joue. Parce que si je me permets là de dire, voilà ce que ça va donner, mais je vous assure que les gens vont se comporter autrement. Mais permettez-moi de me retirer dans ma tanière, aller bien interroger le Yuruku, c'est-à-dire les mânes, les ancêtres avec les chiffres et les lettres, comme je le fais. Je ne fais pas de la prédiction, mais c'est quand le fait s'est réalisé que je vous explique pourquoi ça a été fait comme ça. Mais quand c'est poussé jusqu'à un certain niveau, on peut être à 80%, on peut être sûr de savoir comment les choses vont se passer. Mais je ne vais pas le dire pour ne pas qu'on rentre dans une autre définition, n'est-ce pas, de la spiritualité. Mais je pense que ce n'est pas mon dernier passage à votre émission. Je pourrais revenir pourquoi on en parle. Vu que le 25 octobre 2025 reste une date très importante dans la vie de la Côte d'Ivoire, moi je prends une date qui est très importante dans ma vie. Peut-être que ça pourra vous permettre de donner une esquisse sur ce plateau en direct pour tous les abonnés d'ActuPeople.net. Moi je suis né le 11 janvier 1979. Si vous devez faire un décryptage à partir du Yuruku,
en vous appuyant sur les lettres et les chiffres. 11 janvier 1979. D'accord, on va prendre 1979. Là, on va sortir votre chiffre de vie. 11, ça fait 1 plus 1, 2. Janvier, c'est premier mois, donc ça nous donne 3. Alors, 1979, on va déjà dire au revoir aux 2 9, parce qu'en numérologie, 9 est égal à 0. Donc, il va rester 1 et 7. 1 et 7 font 8. 8 plus 3, ça fait 11. C'est ça. D'abord, 11, l'énergie qui est dans le chiffre 11, je vais dire que le chiffre 11, c'est un chiffre des gens qui ont de l'énergie, qui sont infatigables, des gens, c'est des gagneurs, c'est des battants. Bon, c'est pas pour rien que notre Drogba national portait le numéro 11. Et puis chaque fois quand il marquait, vous voyez, hein, il avait une manière de planer. Mais ça, c'est le 11 que vous voyez là, les deux bras qui font le parallélisme. Alors, dans ton cas, pareil, mon cher ami, ton chiffre de vie, c'est 2. 2, ici, c'est pas la dualité. Mais c'est celui qui est d'abord le 1. Maintenant, le second, là, c'est des gens qu'il a toujours accompagnés, c'est à qui il a toujours donné. C'est-à-dire que lui, sa mission, bon, comme on dit chez nous, c'est de faire les autres. Voilà, ce qui est impossible, là, lui, il est capable de prendre ça et pour dire non, ça, là, on va arriver à bon port. Voilà, c'est quelqu'un qui a disposition, c'est quelqu'un dont l'énergie couvre les autres, accompagne les autres. Voilà, jusqu'à destination. Donc, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ce schéma. Wow, ça m'a ému parce que je portais tellement de destin, mais bon, c'est pas là le sujet. C'est pas là le sujet. On va continuer. Tout à l'heure, vous aviez parlé justement du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et ça s'est passé à Bouaké avec le maire Amadou Koné qui était justement sur le plateau de NCI. Et il disait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons des institutions fortes et crédibles. Est-ce que selon vous, c'est le cas? C'est un ministre de la République. Je ne peux pas dire le contraire. Et c'est un monsieur que je connais très bien, même au-delà même de l'aspect politique. Je me souviens très bien à une des éditions de mon festival au Palais de la Culture où il était ministre de l'Intégration. Et nous avons même fait l'honneur de parrainer une édition. Je voudrais profiter pour lui dire merci. La reconnaissance est un devoir moral et spirituel. Et là, aujourd'hui, il est maire. Il se défend comme il peut, les ministres des Transports. Ce n'est pas des missions faciles. Effectivement, en Côte d'Ivoire, beaucoup d'institutions sont en place. Et beaucoup de personnes se posent la question de savoir est-ce que certaines institutions sont-elles nécessaires? Donc, il appartient maintenant à ceux qui incarnent, n'est-ce pas, ces institutions-là, ceux qui sont à la tête de ces institutions-là, de nous démontrer effectivement que ces institutions sont importantes à travers des actions, à travers des actes qui impactent la vie des Ivoiriens. Sinon, moi, personnellement, président du Dromican, élu président de la République de Côte d'Ivoire, il ne faut jamais compter sur moi pour dire que tu vas être un jour ministre-gouverneur. Ce n'est même pas possible. Soit tu es ministre de la République, tu as bien travaillé, et puis maintenant, je constate que tu ne me donnes pas de bons résultats, il n'y a pas de souci. Si tu étais mécanicien, va au garage, continue à réparer tes voitures. Si tu étais enseignant, mon ami, va continuer à enseigner. Ou bien, si tu as eu une petite économie, ce que vous demandez aux jeunes entrepreneurs, toi aussi, il faut créer une entreprise et puis les jeunes maintenant vont venir travailler avec l'expérience que tu as. Moi, c'est comme ça. Pour m'appuyer sur le cas justement des ministres-gouverneurs, le ministre Awadon Melo, qui est candidat au présidentiel 2025, disait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a affaire à un parti-État. Et il explique ainsi. Pour lui, aujourd'hui, tous ceux qui ont droit à des postes, tous ceux qui sont récompensés, ce sont des personnes d'un clan, ce sont des personnes d'un régime. Et on voit avec le cas des ministres-gouverneurs qui, justement, après avoir été démis de leur poste ministériel, sont bombardés à ces postes qui, très souvent aussi, font un peu le doublon avec les présidents de conseils régionaux. Bref, on ne sait pas aussi les missions. Mais est-ce que vous êtes en phase lorsque le ministre Awadon Melo parle de parti-État? Bon, c'est son point de vue. Moi, j'ai donné mon point de vue. Voilà, j'ai mon point de vue. Mais je crois que au-delà de toutes ces réflexions, il faut éviter qu'il y ait de l'hypocrisie dans le militantisme. Il y a des gens que moi je connais qui ont été bien formés, qui veulent se mettre à la disposition de leur pays. On leur dit, ah, mais si tu dois pouvoir occuper un tel poste, toi aussi, dans ta région, il faut que tu mouilles le maillot. Donc, il est obligé d'aller militer. Au sein du parti au pouvoir. Voilà, au sein du parti au pouvoir. Quand je le dis, vraiment, excusez-moi de l'expression, ce n'est pas seulement propre à la Côte d'Ivoire. C'est partout, c'est comme ça en Afrique. Voilà. Maintenant, il milite,
Et puis, bon, de toutes les communications, il organise un trophée là, au nom du président de la République, dans sa région. Ça fait un peu le buzz et tout. On dit, mais c'est qui ça? Ah, monsieur le président, c'est un jeune là, il est ingénieur, ceci, cela. Vraiment, il vous aime bien. Il ne respire que par vous, le short qu'il porte, le débardeur, tout ça, c'est à votre effigie. Il dit, ah bon, il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, président, tout est dans votre main. Et puis un matin, on dit qu'il est DG. Voilà. Mais il est DG, il est bien, il est assis. Il doit continuer ses activités. Il ne prend pas l'argent de sa poche pour financer. C'est là où il y a l'argent de tout le monde. Là. Comme il a le numéro de coffre-fort, il prend un peu et puis bon, il gère. Donc ça fait que beaucoup sont obligés de devenir militants d'un parti parce que le parti est au pouvoir. Et demain, quand ils ne sont pas au pouvoir, ils viennent avec celui qui est au pouvoir. Tu vois? Donc c'est ce qu'il faut éviter dans la conviction d'un militant. Et sinon, tous ceux qui ont des diplômes, qui veulent travailler, mais qui n'ont pas envie, par exemple, de militer dans un parti politique, peuvent ne pas avoir la possibilité peut-être d'être cadre un jour.